Cher maître, chers collègues, c'est vraiment avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous parler en fait de ce thème que nous avons préparé pour les pays de cet après-midi. Initialement, je devais vous parler plutôt de la prise en charge des dyspnées aiguës. Mais vu que la journée mondiale du cœur est célébrée le 29 septembre de chaque année, c'est pour ça en fait j'ai pris sur moi l'initiative de modifier un peu le thème pour vous parler de cœur. Parce que l'objectif premier de cette journée, c'est de sensibiliser le grand public sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, comment prendre soin de son cœur? Peut-être juste une toute précision. Là, nous parlons vraiment du cœur au sens propre du terme. Hein. Pas de confusion alors. D'accord. Alors, le cœur, on le sait tous, c'est un organe hein, qui est situé dans la poitrine. On ne va pas faire la situation, je ne sais pas, anatomique, géographique en fait du cœur. Et là, comme on le voit, l'activité en fait cardiaque, elle apparaît déjà à J22, J23, soit 5 semaines et demie d'aménorrhée chez la femme enceinte. Ça veut dire que l'embryon, à ce moment, ne mesure que 3 mm. Hein, et déjà, on a une activité cardiaque. Donc, comme vous le voyez, la plupart des femmes enceintes ne savent même pas qu'elles sont en fait en état de grossesse, que le cœur lui commence déjà à battre chez l'enfant. Et le cœur, il a une taille de 12 cm pour un poids qui est compris entre 250 et 300 grammes chez l'adulte. Le cœur, c'est entre 100 000 et 120 000 battements par jour. Il y a 3 milliards de battements à peu près dans la vie. Maintenant, pour tous ceux qui veulent calculer le solde de leur compte en matière de battements, je pense qu'à vos calculettes, hein, pour savoir à peu près combien de battements il vous reste. Et chaque minute, chez un adulte au repos, le cœur, il pompe environ 5,25 litres de sang chaque minute, pendant que vous êtes assis. Et par jour, c'est environ 8000 litres de sang qui sont pompés. Donc, vous conviendrez avec moi que le cœur, c'est vraiment un organe noble. Un organe noble que nous devons absolument prendre soin. Absolument. Et tout au long de la vie, ce cœur, il est soumis en fait à ce que moi j'appelle plusieurs agressions. Mais les cardiologues appellent plutôt facteurs de risque cardiovasculaire. Mais moi, je pense que tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, c'est effectivement des éléments en fait, qui vont agresser notre cœur. Là, j'ai essayé de schématiser un peu quelques éléments qui constituent en fait une réelle agression au niveau du cœur. Le premier, c'est l'âge. Ensuite, vous avez l'alcool. On a la colère, le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabac et le stress. Voilà quelques éléments en fait que j'ai ciblés et je pense bon, on va essayer de faire le tour de ces différents éléments et en parler un par un. Pour ce qui est de l'âge, c'est vraiment un facteur de risque cardiovasculaire chez les hommes à partir de 50 ans. Et chez les femmes, c'est un peu plus tard. C'est à partir de 60 ans à cause en fait des hormones féminines hein, qui sont protectrices tout au long de la vie. Malheureusement, pour ce qui est de l'âge, on ne peut rien faire. C'est un facteur de risque, comme on le dit, non modifiable. À côté de l'âge, on va parler de l'alcool. L'alcool, on le sait très bien, est nocif. Parce que l'alcool augmente la pression artérielle, il abîme le foie et le cœur. Mais il faudrait le savoir, la consommation modérée d'alcool serait associée à une diminution du risque cardiovasculaire par rapport à l'abstinence ou à la consommation élevée. Donc, ceux qui consomment l'alcool de façon modérée ont un cœur qui est en meilleure santé que ceux qui n'en consomment pas du tout ou qui consomment en fait de façon exagérée. Et là, attention, je ne suis pas en train d'encourager les gens à aller consommer de l'alcool. Ne dites pas qu'à la sortie, là, on va aller prendre un verre. Non. Qu'on se mette d'accord, hein? D'accord? Et la consommation excessive d'alcool, elle est associée en fait à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Alors,
Puisque là, nous avons parlé de consommation modérée. Qu'est-ce qu'on entend par consommation modérée d'alcool? La consommation modérée d'alcool, c'est 1 à 3 unités d'alcool par jour. Et une unité d'alcool, ça correspond en fait à 80 millilitres de vin, ou bien c'est 250 millilitres de bière normale, ou alors entre 30 et 50 millilitres de liqueur. Ces quantités, en les multipliant par 3, vous allez toujours rester dans la consommation modérée. Dès que vous allez au-delà, on est dans l'excès. Si la consommation maintenant d'alcool dépasse 3 unités par jour, c'est sûr qu'on peut avoir une augmentation en fait de la tension artérielle. Un trouble du rythme cardiaque qui peut conduire en fait à la mort, ou même chez certains patients, ils développent une cardiomyopathie. Et d'autres font une hémorragie cérébrale. Là, vous avez en fait une image échocardiographique du cœur. Vous avez vu, là, c'est un cœur qui est tout à fait normal, avec les cavités qui ne sont pas dilatées. Mais à force de consommer, avec une consommation excessive d'alcool, vous voyez ici, c'est le ventricule gauche qui est là. Il est vraiment hyper dilaté. Et c'est dû essentiellement à la consommation excessive d'alcool. C'est la même chose que vous avez ici. Mais chez les alcooliques aussi, il y a des études qui ont démontré en fait que lorsqu'on réduit la consommation d'alcool, on fait baisser la pression artérielle systolique de 4 mm de mercure en moyenne. Mais sur ce chapitre, je dirais en conclusion tout simplement que l'alcool est beaucoup plus inutile qu'utile. Donc, ce n'est pas la peine de sortir de là pour dire que bon, le docteur Ibra a dit consommation modérée, c'est bien pour le cœur, on va. Non. D'accord? Attention. Alors, maintenant, on va parler de la colère. Les accès de colère augmentent en fait le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Parce que la colère, elle augmente la fréquence cardiaque, la pression artérielle. La colère, en fait, elle stimule l'inflammation et augmente l'agrégation des plaquettes. Qui dit inflammation, agrégation des plaquettes dit en fait formation d'un bouchon au niveau de l'artère qui irrigue le cœur. Voilà pourquoi un accès de colère peut conduire à la fameuse crise cardiaque. Donc sur un accès de colère, on peut mourir. Parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'un violent accès de colère multiplie par près de 2,5 le risque de faire un infarctus du myocarde dans les 2 heures qui suivent. Donc attention. Et les personnes les plus colériques, ça c'est des chercheurs qui sont arrivés à démontrer cela, les personnes les plus colériques avaient un épaississement beaucoup plus important des artères du cou, des carotides. Chez les personnes les plus colériques, les carotides sont beaucoup plus épaisses. Et ça favorise la survenue en fait des AVC. Et selon une étude récente américaine, la colère, elle augmenterait le risque d'infarctus avant la cinquantaine. Alors, lorsque vous vous mettez en colère, vous mettez en fait sous tension, ce sont 5 muscles au niveau de la face. Quand vraiment on est en colère. Et seulement 12 quand on sourit. Alors la question que je pose, mais pourquoi voulez-vous surmener à chaque fois? Pour ceux qui sont colériques. C'est pour ça on dit alors, avant de vous mettre en colère, respirez à fond. Il faut penser à votre santé fragilisée. Et nous, cardiologues, nous disons, avant de vous mettre en colère, pensez à vos coronaires. Il vaut mieux les préserver. Le cholestérol, je pense que ça va être l'objet tout à l'heure de la présentation de notre ami. Le cholestérol, il faut savoir que c'est juste un corps gras qui est fabriqué déjà par l'organisme et qui se retrouve dans l'alimentation. Le cholestérol sert en fait à la synthèse de nombreuses hormones et à la structure des membranes qui entourent les cellules. Là, c'est l'excès, c'est surtout l'excès de cholestérol qui est un facteur de risque pour une maladie du cœur et des vaisseaux. Le cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer en fait des dépôts, comme vous le voyez ici. C'est des dépôts sur la paroi artérielle. Et on aura une perte de l'élasticité de ces artères. Et vous voyez bien que quand on a ce dépôt, ça réduit en fait le calibre de l'artère. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petits points rouges qui sont là, c'est les globules rouges qui circulent.
Et le cholestérol, là, il va se déposer, et à un moment, il va complètement boucher le vaisseau qui est là. Donc, vous voyez ici, il n'y a plus de point rouge. Donc là, il a complètement bouché le vaisseau, et c'est ça qui conduit, en fait, à la fameuse crise cardiaque, l'infarctus du myocarde. Alors, il faut lutter, en fait, contre l'excès de cholestérol. Comment lutter contre l'excès? Parce qu'on a vu que ce n'est pas le cholestérol en lui-même, mais c'est l'excès de cholestérol qui est un facteur de risque réellement cardiovasculaire. On commence toujours par réduire en fait les graisses visibles dans notre alimentation. Les graisses visibles, c'est la viande grasse, les graisses de cuisson. Parce que c'est vrai qu'en bon nigérien, quand nous allons toujours chez le boucher, nous disons de nous servir en fait la partie la plus grasse. Mais attention, on dit bien de réduire. Mais là encore, j'attire votre attention parce qu'il y a une étude qui a démontré que la consommation de la graisse animale baisse le risque de mortalité toute cause de 25% et le risque d'AVC de 18%. Donc vous voyez qu'on ne demande pas de supprimer parce que si vous supprimez, c'est un problème. Il faut juste réduire en fait la consommation de la graisse qui est visible. Mais à côté, il faut se méfier aussi des graisses qui sont cachées, surtout dans les produits laitiers. Le yaourt, le fromage, le lait frais, et les plats qui sont cuisinés du commerce. Tout ce qui est cuisiné à l'extérieur que nous consommons. À côté de tout ça, il faut aussi préférer les bonnes graisses. Parce qu'il y a les graisses qui sont vraiment bonnes, c'est le poisson gras. C'est pour ça, dans toutes les recommandations, on vous dit, si c'est possible, de toujours manger un bon poisson gras 1 à 2 fois dans la semaine. Et mesdames, pour les cuissons, il faut toujours privilégier les huiles végétales. Parce que là, ce sont des bonnes huiles qui sont sans cholestérol, comme on dit. Toutes les huiles qui viennent des végétaux. Réduisez les aliments qui sont riches en cholestérol. Parce que sur certains papiers, on parle de jaune d'œuf. Mais j'ai vu plusieurs études, des études récentes aujourd'hui, qui disent que le jaune d'œuf, en fait, n'entraîne pas une augmentation du cholestérol. Et qui recommandent d'ailleurs la consommation en fait, des œufs. Mais certaines données nous disent non, les jaunes d'œufs, il faut en consommer pas plus de 2 œufs par semaine. Mais ce qui est sûr, les abats, le beurre, la crème, le fromage gras, tout ça, c'est énormément de cholestérol. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Et diminuer, en fait, les aliments et boissons sucrées, l'alcool. Et enfin, le point le plus important, c'est surtout ça, il faut bouger. Il faut bouger, c'est une activité physique régulière et respirée. Je reviendrai un peu sur ce point-là un peu plus tard. Le 5e point, c'est le diabète. Le diabète, on l'avait vu avec notre cher maître la dernière fois, c'est un trouble en fait de l'assimilation de l'utilisation et du stockage de sucre apporté par l'alimentation. Cela va se traduire par un taux de sucre qu'on appelle la glycémie élevée. C'est pour ça qu'on parle d'hyperglycémie. L'hyperglycémie, elle conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux organes, plus particulièrement les vaisseaux sanguins, les nerfs. C'est pour ça le diabète, avec le temps, peut endommager en fait tous ces organes que vous avez ici. Les yeux, le cerveau, les reins, les vaisseaux, le cœur. Et il faut le savoir que le diabète multiplie par 6 le risque d'un infarctus du myocarde. Donc, un diabétique a 6 fois plus de malchance, je vais dire, de faire un infarctus du myocarde par rapport à un non-diabétique. Et 50 à 70% des diabétiques meurent malheureusement de maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi il faut une collaboration étroite normalement entre cardiologues et diabétologues dans la prise en charge du diabète. Parce que la plupart de leurs malades meurent malheureusement de maladies cardiovasculaires. Après le diabète, nous allons parler en fait de l'hypertension artérielle. La pression artérielle, elle correspond en fait à la pression que le sang exerce, comme vous le voyez ici, sur les parois des artères. Et c'est grâce à cette pression que le sang circule au niveau des différents organes.
Et l'hypertension artérielle, c'est en fait la cause la plus répandue des maladies cardiovasculaires et de l'insuffisance rénale. On va parler d'hypertension artérielle lorsque la pression systolique, c'est la pression qui est mesurée lorsque, comme on le voit ici, le cœur se contracte. Donc, vous voyez ici, le cœur ici est contracté. Donc, la pression qui est mesurée lorsque le cœur se contracte, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. Donc, c'est lorsqu'elle est supérieure à 140 mm de mercure. Ou, communément, ce que, bon, quand on mesure, on dit 14. Parce que j'ai vu des patients, ils me disent, ah docteur, combien j'ai de tension? Quand je dis 140 mm de mercure, ils disent, mais ça veut dire quoi? Les gens sont toujours habitués à 12, 13, 14, bon, 12, c'est en centimètres de mercure tout simplement. Mais là, normalement, la pression elle doit être mesurée plutôt en millimètres de mercure. Et la diastolique, c'est la pression qui est mesurée lorsque le cœur, comme on le voit ici, se relâche complètement. Donc la pression qui existe dans les vaisseaux au moment où le cœur se relâche complètement, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle diastolique. Et elle doit être, enfin quand elle est supérieure à 90 mm de mercure, c'est en ce moment qu'on parle d'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle se définit par une pression artérielle systolique qui est supérieure à 140 mm de mercure, ou une diastolique ou une diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Ça, c'est les chiffres officiels. Parce que j'ai vu des personnes qui me disent, non, avec mon âge, ça va. Non, ça ne va pas. Dès que ça dépasse ça, il faut faire très attention. Inciter les gens à aller consulter. Parce que si l'hypertension artérielle n'est pas maîtrisée par un traitement, il y a des complications en fait qui peuvent survenir. Et vous voyez bien que les complications, c'est les mêmes complications qu'on retrouve avec le diabète. C'est les mêmes. C'est au niveau des yeux, le cerveau, rein, les vaisseaux au niveau du cœur. La prise en charge en fait de l'hypertension artérielle, elle passe avant les médicaments par le respect des mesures hygiéno-diététiques. Et parmi ces mesures hygiéno-diététiques, il faut encourager en fait les gens à perdre du poids quand il y a une surcharge pondérale. Il faut diminuer la consommation de sel. Je reviendrai un peu sur ces deux points tout à l'heure. Recommandation toujours d'une activité physique. Donc, vous voyez que les différents facteurs de risque, à chaque fois, nous recommandons la pratique d'exercice physique. Important. Les hypertendus, parce qu'il y a eu une étude qui a montré que les hypertendus qui sont traités, mais non contrôlés, c'est-à-dire qu'ils prennent leur traitement normalement, ils ne sont pas du tout contrôlés, et ces hypertendus qui sont sensibles au sel peuvent en fait obtenir une baisse de 20 mm de mercure en une semaine en réduisant tout simplement leur consommation de sel de 15 grammes à 3 grammes. C'est-à-dire qu'un hypertendu, où vous mesurez la pression artérielle, sous traitement, il est à 160 mm de mercure. Il consomme du sel normalement, jusqu'à 15 grammes de sel. Il suffirait juste de lui dire de réduire, revenir à 3 grammes de sel. Et bien, en une semaine, au lieu de 160, il va se retrouver avec 140 mm de mercure. Et donc, vous voyez que rien que la réduction du sel, c'est l'équivalent de la réponse à une monothérapie, à un traitement juste avec un médicament. Il y a une chose aussi chez les hypertendus, je ne sais pas s'il y a des amateurs de la sieste, en tout cas les hypertendus qui adorent la sieste, ben, n'hésitez pas à faire la sieste parce qu'il y a des investigateurs en fait qui ont constaté que les hypertendus qui font la sieste ont une pression artérielle systolique qui est abaissée de 6 mm de mercure. Donc il y a 5% de baisse à peu près juste en faisant la sieste. C'est pour ça que je vais dire une chose. N'oubliez pas de mesurer de façon régulière la pression artérielle. Je le dis toujours, les médecins, quel que soit le motif pour lequel le patient vient consulter chez vous, à mon avis, la première des choses qu'il faut faire, c'est toujours
de prendre sa tension artérielle. Parce qu'il y a environ 30% de personnes qui ne savent même pas qu'elles sont hypertendues. En tout cas, moi, si j'ai le pouvoir, j'installerai des tensiomètres même chez les dentistes. Alors, pour préserver sa santé et retarder au maximum la survenue d'une hypertension artérielle, il est essentiel de corriger dès à présent tout ce qui peut l'être. Parce que l'hypertension artérielle, c'est ce que nous appelons un tueur silencieux. Quand l'hypertension artérielle fait du bruit déjà, c'est que c'est trop tard. On est déjà au stade de complication, malheureusement. Nous allons parler maintenant de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie qui se caractérise par un excès en fait de graisse corporelle. Parce que tout simplement, les apports énergétiques alimentaires sont largement supérieurs aux besoins de l'organisme. Donc vous voyez que en général, ce sont des personnes qui ne font que consommer, mais malheureusement ne dépensent pas en fait toute cette énergie emmagasinée. Mais l'OMS définit l'obésité à partir de l'indice de masse corporelle. C'est lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30 kg par mètre carré. Et l'indice de masse corporelle, il se calcule en fait de cette, voilà la formule, c'est le poids sur la taille au carré. Donc si vous avez votre poids, la taille au carré. Ou bien, l'obésité se définit par le tour de taille. Chez l'homme, il doit être, quand c'est supérieur à 94 cm, le tour de taille. Chez l'homme, c'est quand c'est supérieur à 94 cm. Et chez la femme, quand c'est supérieur à 80 cm. Donc, on parle déjà d'obésité. Et l'obésité, malheureusement, est associée à une diminution de la sensibilité à l'insuline. Voilà pourquoi les personnes obèses feront plus de diabète en fait, que les personnes non obèses. Chez les personnes obèses, il y a aussi une élévation du mauvais cholestérol et un abaissement du bon cholestérol. L'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde et le syndrome d'apnée du sommeil. C'est fréquent aussi chez les personnes obèses. Une étude a démontré que lorsqu'on perd juste entre 3 et 4 kg sur 18 mois, 3, 4 kg sur 18 mois, on fera baisser la tension artérielle systolique de 6 mm de mercure en moyenne. Donc vous voyez que ça ne sert à rien, en fait, bon, c'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est pas recommandé de dire aux malades, non, il faut perdre 10 kg, 15 kg, 20 kg, non. Rien qu'avec 3, 4 kg sur 18 mois, on baisse la PAS de 6 mm de mercure. Et cette perte de poids va réduire de près de 46% le risque de devenir hypertendu. Juste les 3-4 kg. On va parler à présent du tabac. Il faudrait le savoir, au sein en fait de la fumée de la cigarette, on a dénombré environ 4000 substances. Sur ces 4000 substances, il y en a 40 qui sont cancérigènes. Dans la fumée de la cigarette, il y a une substance qu'on appelle le cadmium. C'est en fait un métal lourd qui est présent dans la cigarette. Et ce cadmium, il va agir en fait au niveau des reins, parce qu'il va détruire les reins. Il agit au niveau en fait des os, au niveau du cœur. Et ce cadmium, malheureusement, il met environ 70 ans pour être éliminé complètement de l'organisme. Donc vous voyez qu'un fumeur qui dit que j'ai arrêté de fumer, c'est une très bonne chose. Mais il y a l'effet en fait retard de la cigarette au niveau de l'organisme. Et sur le plan cardiovasculaire, les deux principaux coupables sont le monoxyde de carbone et la nicotine. Parce que le monoxyde de carbone, lui, il prend la place de l'oxygène au niveau des globules rouges. Donc, on aura un sang chez le fumeur qui n'est pas très bien oxygéné. Ça va réduire la quantité d'oxygène dans le sang, provoquer l'inflammation des vaisseaux, la formation de caillots. C'est un peu ce que j'ai essayé de schématiser ici. Vous voyez bien que c'est une route qui est bien construite, parfaite. Il n'y a pas de défaut sur cette route. Mais là, il y a un camion en fait qui s'est renversé et ça a bloqué toute la circulation. C'est ce qui arrive chez le fumeur. C'est-à-dire que chez le fumeur, le sang circule bien, les vaisseaux en fait sont normaux, il n'y a aucun problème.
mais seulement on peut avoir un gros caillot qui va venir boucher la circulation. Je me rappelle bien, si le docteur Sani se souvient, on a reçu un patient comme ça, un jeune patient, qui le matin s'est réveillé normalement, il est allé au service. Mais comme il est venu un peu plus tôt, il dit, bon, je vais aller prendre le petit déjeuner avec mes amis. Il a à peine commencé son petit déjeuner qu'il a ressenti une violente douleur dans la poitrine. Il est venu, il avait fait en fait un infarctus en inférieur. Bon, heureusement, le cathétériseur était là, mais dès qu'on a fait la coro, on a trouvé un gros caillou. Ses artères sont saines, mais il y avait un gros caillou qui bouchait complètement la coronaire droite. Dieu merci, on a pu déboucher rapidement et puis tout est rentré dans l'ordre. Donc, comme je le disais, donc fumer favorise la formation de caillots sanguins. Donc, c'est un peu ce que vous avez ici. Vous voyez qu'il y a une artère qui est là. Et chez le fumeur, il y a ce gros caillot-là, il y en a qui s'est constitué, qui va boucher complètement cette artère. Ou alors, des fois, si ce n'est pas le caillot qui bouche l'artère, c'est qu'on a des spasmes sur l'artère. L'artère peut spasmer. Et là, quand elle spasme, vous voyez bien que le sang ne peut plus circuler. Et ça va conduire aussi à un infarctus. Donc, c'est là où on va aller vérifier chez le fumeur, on va trouver que non, il n'y a rien. Mais il a fait son infarctus, mais c'est une artère qui est complètement saine. Mais c'est sur un spasme en fait. Donc, le tabac augmente le risque de diabète. Que ce soit le tabagisme passif ou actif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, celui qui fume et qui vient à chaque fois fumer en fait sa cigarette avec des amis qui sont non fumeurs. Ou bien c'est votre conjoint qui est fumeur, il est toujours là assis dans le salon en train de fumer sa cigarette alors que tout le monde est là. Eh bien vous partagez le même risque. Hein? Vous partagez le même risque. Et fumer aussi diminue en fait le gros cholestérol. Donc l'effet du tabac sur les complications cardiovasculaires n'est pas linéaire. C'est-à-dire que le risque n'est pas 20 fois moindre pour la consommation d'une cigarette par jour par rapport à la consommation de 20 cigarettes par jour. Je vais dire par là que quelqu'un qui consomme 20 cigarettes par jour n'a pas 20 fois plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire par rapport à quelqu'un qui ne consomme qu'une cigarette par jour. C'est égalité, hein, parfait. Si c'est 20 cigarettes, une cigarette, égalité. Pour ce qui est du risque, en fait, de développer une maladie cardiovasculaire. Eh bien, on n'enregistre aucun risque à arrêter de fumer. Il n'y a vraiment pas de risque à arrêter de fumer. S'il y a des fumeurs, dès aujourd'hui, sachez-le, il n'y a aucun risque à arrêter de fumer. Au contraire, il n'y a que des bénéfices pour la santé. La santé physique et la santé financière aussi. Donc, la protection du cœur passe par l'arrêt du tabagisme. Sachez-le aussi, le tabagisme, il réduit la vie d'environ 1,25 ans. Donc, vous avez 1,25 ans en moins chaque fois qu'on fume. Mesdames, je vais ouvrir une parenthèse en parlant un peu de l'encens, puisque nous sommes dans la fumée. On va parler un peu de l'encens. Donc, attention, il y a une étude, en fait, américaine récente, qui a démontré que brûler de l'encens est dangereux pour la santé. Donc, les conclusions de l'étude permettent en fait de mettre en évidence que lorsque l'encens se consume, il libère des polluants comme le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, les oxydes d'azote en quantité importante. Et bien, les chercheurs, ils ont observé au niveau des cellules pulmonaires une réaction qui est similaire aux troubles respiratoires qui sont observés lorsqu'on est exposé à la fumée de la cigarette. Donc, pour dire que quand vous brûlez de l'encens, c'est un peu comme si vous êtes en train de fumer, tout simplement. Et cette étude, elle a été faite à partir en fait de l'encens qui vient des pays arabes. Donc, vous voyez les petites tiges là, sur lesquelles on brûle. L'étude n'a pas été faite avec nos encens ici, où c'est des troncs d'arbres carrément qu'on découpe pour verser plusieurs choses là-dessus. On ne sait même pas en fait finalement ce que c'est. Donc, attention, l'encens pourrait bien provoquer des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Voilà. On va enfin aborder le dernier point qui est le stress.
l'ai réservé pour la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le stress, en fait, c'est un mot anglais qui signifie tout simplement effort intense. C'est une tension nerveuse qui est causée par les contraintes du travail, par exemple, mais aussi une réaction de l'organisme à des agressions extérieures brusques. Il faut savoir que le stress, c'est juste un phénomène d'adaptation du corps qui permet à chaque individu de réagir face à son environnement. Donc, le stress, c'est un phénomène qui est indispensable à l'adaptation de notre organisme aux contraintes extérieures. Je veux dire par là, lorsque vous êtes en train de vous promener la nuit, vous voyez tout de suite quelqu'un qui vient vers vous, quelle va être votre réaction? Ça va être une réaction de défense. Le cœur, il va se mettre à battre vite. Vous aurez une respiration en fait qui va s'accélérer. On va commencer à transpirer. Des fois, si à l'excès, on peut perdre des urines. Eh bien, vous êtes stressé tout simplement. C'est ça le stress. Donc, on peut le dire, le stress, ce n'est pas quelque chose qu'il faut véritablement éviter à tout prix. Il existe en fait chez tout le monde. En fait, l'absence de stress, c'est vraiment la mort. Il n'y a que les morts qui ne sont pas stressés. Et le stress, comme je l'avais dit tout à l'heure, se manifeste par l'activation du système nerveux sympathique et la libération de certaines hormones de stress. Et c'est pour ça, en fait, l'organisme face au stress va réagir en entraînant une augmentation de la fréquence cardiaque, une élévation de la tension artérielle, une augmentation de la fréquence respiratoire, dilatation des pupilles, hérissement des poils. Et cette réponse au stress est là pour but de permettre à l'organisme de se défendre. C'est ça le but du stress, contre l'agression. Le stress est donc avant tout une réponse positive qui permet d'agir et de réagir. Cependant, en excès, il peut avoir un effet négatif sur la santé et notre mode de vie. Donc, c'est toujours l'équilibre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son stress. Il ne faut pas chercher à éliminer totalement le stress. Parce que le stress il est positif. C'est un moteur. Indispensable pour s'adapter aux situations que l'on rencontre dans la vie. Lorsque la situation stressante se prolonge, cela peut favoriser le développement de plusieurs maladies, comme l'hypertension artérielle, perturbation du métabolisme lipidique, l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde. Certains auteurs pensent qu'il existe un lien entre stress au travail et l'hypertension artérielle. Et ça, c'est essentiellement les Canadiens en fait qui l'affirment. Il y a un lien entre l'hypertension artérielle et le stress. Mais les Français ont une autre idée parce que pour les Français, le stress n'est pas du tout à l'origine d'une hypertension artérielle. Mais le stress est seulement à l'origine d'élévation tensionnelle transitoire. Et cette élévation, elle est juste ponctuelle, réversible et ne persiste pas lorsque le stress disparaît. Parce que l'hypertension artérielle, c'est une anomalie du fonctionnement des artères. Et le stress n'est pas à l'origine en fait de cette anomalie du fonctionnement des artères. Donc, logiquement, le stress n'est pas à l'origine de l'hypertension artérielle. Moi, je suis beaucoup plus d'accord en tout cas avec ce que les Français ont vérifié. Et les données scientifiques actuelles ne démontrent pas que le stress, qu'il soit professionnel ou familial, ponctuel ou permanent, négatif ou positif, soit la raison du déclenchement de l'anomalie de fonctionnement des artères. Comment alors lutter contre le stress? Parce que tout à l'heure, on parlait de lutter contre le stress. Comment vous allez lutter contre le stress? Alors, lorsque la situation stressante se prolonge, il faut faire du sport de façon régulière. Avoir une bonne hygiène de vie, il faut diminuer la prise d'excitants. Tous ceux qui consomment énormément de café et de thé, donc bon, là, c'est une parenthèse, mais diminuer la consommation, la prise d'excitants. Il faut s'accorder des pauses pendant le travail. Parce que c'est comme on dit, il n'y a pas que le travail dans la vie. Positiver et arrêter de noircir les choses.
Maintenant, il existe également certaines thérapies, hein, comme le yoga. Bon, malheureusement, ça n'existe pas chez nous. Il y a la rigologie, parce que le rire, c'est vraiment le meilleur anti-stress. Le meilleur. Et je vais dire un mot là-dessus. Parce que le rire, de toutes les manières, c'est gratuit. Hein. Le rire, il permet de relâcher les muscles du visage. Contractés par le stress, la pression et l'anxiété du quotidien. Comme on l'a dit, le rire, il est vraiment gratuit. Personne ne va vous facturer, en tout cas parce que vous avez ri. Il n'y a pas venir vous tendre une facture, voilà. Et il est surtout contagieux. Parce que je suis sûr que si je me mets à rire ici à gorge déployée, il y en a qui vont se mettre à rire sans savoir pourquoi. Et le rire active la circulation sanguine, procurant un apport d'oxygène au cœur. Le rire lutte contre l'hypertension artérielle, il réduit le mauvais cholestérol et augmente le bon cholestérol. Le rire améliore la qualité du sommeil. Rire à gorge déployée permet de libérer les poumons de ces sécrétions et de désencombre les bronches, ce qui favorise une plus grande capacité respiratoire. Il va permettre au cerveau de libérer des substances qui calment la douleur et apaisent l'anxiété et le stress. Sachez-le, une seule minute de fou rire, ça a été démontré, ça équivaut à plus d'une demi-heure de relaxation. Voilà pourquoi certaines entreprises, surtout en France, n'hésitent plus à organiser juste des stages de rire pour leur personnel. Ouais. Alors, pour finir, on va répondre à la question. Comment maintenant prendre soin de son cœur? Bon, il y a plusieurs points, mais pour moi, il y a juste 2 ou 3 règles d'or. C'est pour ça que je les souligné en rouge. Il faut adopter une alimentation saine. Bon, je sais, c'est toujours les légumes verts, les fruits. La consommation de légumes, de fruits réduit la mortalité toute cause de 20% et le risque cardiovasculaire de 13%, juste en consommant fruits et légumes, simplement. Les boissons sucrées, attention, elles sont néfastes pour la santé. Tous les jus qu'on a, où on dit que c'est sans sucre, etc., ben, tous ces jus-là ne font pas mieux que les boissons sucrées. Ce que certains auteurs, en tout cas, ont démontré. Il faut favoriser, en fait, le riz, les pâtes. Et ce qui est important, c'est de manger à l'heure des repas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter le grignotage. Éviter de grignoter. Et sachez-le, sauter le petit déjeuner, ce n'est pas une bonne idée. Hein. Pour ceux qui ne prennent pas le petit déjeuner, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'il y a une étude qui a démontré que les hommes qui ne mangent pas le matin, ils ont un risque coronarien qui est augmenté de 27% par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé, même si vous n'aimez pas le petit déjeuner, de prendre quelque chose avant de sortir. Toujours dans l'alimentation saine, le sel. Parce que tout à l'heure, j'avais dit que j'allais revenir sur le sel. Le sel, il n'est pas bon pour la santé. Il faut qu'on le dise. Mais, on le sait très bien, il n'est pas bon aussi de manger sans sel. Hein. Alors, combien faut-il consommer de sel chaque jour pour être au mieux de sa forme? Logiquement, il faut se situer entre 4 et 6 grammes de sel par jour. 4 et 6 grammes de sel, ça correspond à une cuillère à café. Juste une cuillère à café de sel par jour. Si vous voulez être précis, vous pouvez mesurer. Parce que les hypertendus qui sont traités non contrôlés peuvent obtenir une baisse de 20 mm de mercure, comme on l'a dit tout à l'heure, en diminuant juste leur consommation de sel de 15 à 3 grammes. C'est-à-dire que 15 grammes, 15 grammes, ça correspond à 3 cuillères à café par jour de sel. Quand ils vont réduire et revenir à une seule cuillère à café, déjà, ils vont obtenir ça. Et les apports élevés de sodium ont été associés à une augmentation beaucoup plus importante de la tension artérielle. Ça, c'est connu. C'est pour ça que l'OMS a adopté comme cible une réduction de 30% de la consommation moyenne de sel dans la population. Et le but, c'est d'atteindre une cible inférieure à 5 grammes de sel par jour. 5 grammes par jour, d'ici 2025. Bon, malheureusement, 2025, c'est demain. Hein. Oui. Et moi-même, je l'ai appris quand je préparais en fait
le sujet. Une activité physique. Le deuxième point, après l'alimentation, c'est pratiquer une activité physique régulière. Une activité physique soutenue réduit le risque de 5 maladies majeures. Cancer du côlon, le cancer du sein, le diabète, maladie coronaire, l'AVC ischémique. Vous voyez, on est dans le mois octobre rose, on parle de cancer du sein, l'activité physique permet de réduire le risque en fait de cancer du sein. Et l'activité physique permet d'améliorer les fonctions cognitives. L'OMS recommande un minimum de 150 minutes de marche rapide. 150 minutes de marche rapide ou 75 minutes de course par semaine, à raison de 4 à 5 jours. Là, ça ne sert à rien de se lever le dimanche parce que je suis en forme. Je vais aller faire mes 150 minutes je vais aller faire mes 150 minutes de marche rapide et venir me coucher et attendre le dimanche prochain. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut 4 à 5 séances dans la semaine pour avoir vraiment le bénéfice sur la santé. Pour les hypertendus, on a obtenu une réduction moyenne de 7 mm de mercure de la pression artérielle systolique et 5 mm pour la pression artérielle diastolique, juste avec les mesures dont on vient de parler. Les 150 minutes de marche rapide ou les 115 minutes de football. Les patients diabétiques de type 2 ont amélioré leur santé en marchant juste 5 km par jour, selon une étude italienne. 5 km par jour. Et là, en 2 ans, en faisant cette marche régulière, en 2 ans, le taux d'hémoglobine glycée, la pression artérielle, le taux de cholestérol total et les triglycérides ou le risque cardiaque se sont améliorés chez tous les patients qui font au moins 30 minutes de marche par jour, donc 4 km, sans même perdre du poids. Juste les 30 minutes par jour, 38 minutes du moins par jour, selon cette étude italienne. Donc, troisième point, comme on l'avait dit, les points les plus importants, il faut bien manger, activité physique régulière, arrêter le tabac, arrêt de l'alcool. Il faut une mesure régulière de la glycémie. Il faut contrôler de façon régulière votre glycémie. Mesure régulière de la tension artérielle. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais que dès que vous avez un patient en face de vous, quel que soit par ailleurs le motif de consultation, commencez toujours par mesurer sa tension artérielle. On peut lui sauver la vie de cette manière. N'oubliez pas la détente, la relaxation. Il faut gérer votre stress et surtout, n'oubliez pas de rire beaucoup. Je vous remercie.